Je continue donc le cours avec la néoglucogenèse. Cette néoglucogenèse qui va donc se subdiviser en plusieurs parties. Une introduction, un intérêt biomédical, des réactions concernant la néoglucogenèse, un bilan énergétique et puis enfin le déroulement de la néoglucogenèse à proprement parler à partir du lactate d'origine musculaire, du lactate érythrocytaire, de l'alanine d'origine musculaire, des autres acides aminés et enfin à partir du glycérol. Il restera la régulation de cette néoglucogenèse qui sera allostérique, donc par rapport aux enzymes, et puis enfin hormonale. Alors que veut dire néoglucogenèse? C'est une formation de glucose à partir de l'organisme. Donc c'est une formation de glucose à partir de substances d'origine non glucidique. Donc ce sont des molécules qui ne sont pas d'origine glucidique, mais qui vont donner naissance à du glucose. Alors les substrats, c'est-à-dire ces molécules qui vont donner naissance au glucose, il y a le lactate, les acides aminés glucoformateurs, le glycérol, etc. Et le lieu, c'est généralement le foie. Secondairement le rein et les intestins, mais surtout le foie. Pourquoi? Parce que ce sont des organes qui renferment les enzymes nécessaires à la néoglucogenèse. L'intérêt biomédical, en fait, l'organisme il a besoin de 200 grammes de glucose par jour. Ça correspond à peu près aux réserves en glycogène, ces réserves qui se tarissent en 24 à 48 heures. Donc, ce que l'on a en réserve ne va pas suffire pour essentiellement le cerveau, parce que le cerveau utilise 75% des besoins. Donc, il faut que l'organisme s'approvisionne en glucose, notamment en période de jeûne. Vous savez très bien que lorsque le sujet est à jeûn, il est impératif pour son énergie quotidienne qu'il consomme du glucose. Ce glucose, s'il ne s'alimente pas, il faut bien qu'il le ramène de quelque part. Donc, il faut qu'il le fabrique pour les besoins énergétiques de l'organisme. Donc, il faut fabriquer du glucose et ce glucose va être formé à partir de plusieurs substrats. Alors, la plupart des réactions de la glycolyse, nous avons vu la glycolyse. La glycolyse, c'est la dégradation du glucose vers la formation du pyruvate. Vous avez vu qu'il y avait 3 réactions qui étaient irréversibles. C'est la formation du glucose en G6P par l'exokinase, le F6P en F1,6 biphosphate, c'est la PFK1, la phosphofructokinase 1 et le phosphoïnolpyruvate qui donne le pyruvate, c'est la dernière réaction de la glycolyse qui est catalysée par la pyruvate kinase. Comme ces 3 réactions sont irréversibles, nous ne pourrons pas aller en sens inverse de la glycolyse pour former le glucose. Donc, il faudra contourner ces 3 réactions par d'autres biais. Donc, comment on va les contourner? Déjà, pour former à partir du pyruvate, le PEP, le phosphoïnolpyruvate. En fait, ça va se passer en 2 étapes. Le résumé, c'est que nous allons former une substance au niveau de la mitochondrie. Donc déjà, la phase mitochondriale, le pyruvate qui est produit dans le cytoplasme, il va être exporté dans la mitochondrie. C'est-à-dire qu'il va traverser la membrane mitochondriale et va aller au niveau de la mitochondrie. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il va être transformé en oxaloacétate. Le pyruvate possède 3 carbones. L'oxaloacétate, 4 carbones. Donc, nous allons ramener un CO2. L'enzyme est la pyruvate carboxylase. D'accord? Donc, on forme de l'oxaloacétate en utilisant la biotine. Rappelez-vous, la carboxylase c'est un donneur de groupement CO2. C'est un coenzyme. Donc, on obtient l'oxaloacétate à 4 carbones. C'est bien beau, et alors? Mais cet oxaloacétate qui est formé dans la mitochondrie, quel que soit le cas, il ne peut pas traverser
la mitochondrie. Cette molécule avec 4 atomes de carbone ne va pas traverser la mitochondrie. Alors que va-t-il se passer? Elle va se transformer en malate, en acide malique. Il y a une déshydrogénation qui va se faire et l'oxaloacétate est transformé en malate. Et avec utilisation, donc c'est une réaction d'oxydoréduction, et vous avez la formation de NAD+ en parallèle. Alors l'enzyme, c'est une malate déshydrogénase, mais d'origine mitochondriale. Tout ça se passe au niveau de la mitochondrie. Si l'oxaloacétate ne traverse pas la membrane mitochondriale, le malate, lui, il peut. Alors il va repasser dans le cytoplasme. Transport du malate de la mitochondrie vers le cytoplasme ou le cytosol grâce à un système navette, la navette du malate. C'est un système qui va faire passer le malate de la mitochondrie vers le cytosol, du cytosol vers la mitochondrie. Donc ce malate, il va passer au niveau du cytosol. Une fois qu'il est au niveau du cytosol, la réaction va se dérouler au niveau cytosolique. Alors, le malate qui est au niveau du cytosol, alors il va se retransformer en oxaloacétate. L'enzyme est la même, mais la malate ici, elle est déshydrogénase, elle est d'origine cytosolique. Vous remarquerez que c'est une réaction qui est réversible, donc on obtient de l'oxaloacétate. Quel est le rôle de l'oxaloacétate? Il va nous permettre de former le PEP, le phosphoénol pyruvate. Rappelez-vous, on est en train de détourner la réaction, c'est-à-dire qu'on est en train de passer du pyruvate vers le PEP pour poursuivre la réaction de la réaction inverse de la glycolyse pour arriver au glucose. Donc le PEP avec GDP qui se forme et le CO2 qui est libéré, donc 4 atomes de carbone, et là on libère un atome de carbone et on obtient le phosphoénol pyruvate. Il y a une phosphorylation, donc c'est une phosphoénol pyruvate carboxykinase. En résumé, deux pyruvates qui ont été formés ont utilisé 2 ATP et 2 GTP dans la réaction globale et on a formé 2 PEP, 2 phosphoénol pyruvate, plus 2 ADP, 2 GDP et 2 acides phosphoriques. Alors, ou 2 phosphates si vous voulez. Alors, une fois qu'on a, donc la première étape a été contournée. C'est la dernière étape, si vous voulez, de la glycolyse, elle vient d'être contournée. Maintenant, comment on va contourner les 2 autres réactions irréversibles, celle qui passe du fructose 1,6 biphosphate au fructose 6-phosphate. En fait, c'est une enzyme, la fructose 1,6 biphosphatase. Alors, quand on passe du F6P au F1,6 biphosphate, c'est des kinases, c'est toujours des kinases, phosphofructokinase, rappelez-vous, et quand on enlève un phosphate ou des phosphates, c'est toujours des phosphatases. Donc ici, le substrat, c'est le fructose 1,6 biphosphate, et l'enzyme, c'est la fructose 1,6 biphosphatase. On obtient le F6P. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme aussi la dernière étape de réaction irréversible, c'est le passage du G6P en glucose. Là aussi, c'est une phosphatase et le substrat, c'est l'enzyme glucose 6 phosphatase retrouvée au niveau du foie, du rein et de l'intestin. D'accord? Donc, et on obtient le glucose en faisant toutes les réactions réversibles de la glycolyse, il n'y a pas de souci. Il reste les réactions irréversibles. Ces 3 réactions ont été contournées et on arrive à la formation du glucose. Le bilan énergétique de pyruvate, 4 ATP, c'est-à-dire toutes les réactions en globe que l'on a utilisées, vont donner une molécule de glucose, 4 ADP, 2 GDP, 6 phosphates, 2 NAD+, et 2 H+. Alors, maintenant, à partir du lactate d'origine musculaire,
En période d'activité musculaire, la seule source d'énergie reste la glycolyse. Celle-ci est entretenue par la régénération du NAD+, grâce à la lactate déshydrogénase. Rappelez-vous le devenir du pyruvate qu'on a fait pendant la glycolyse. Pyruvate NADHH+, lactate NAD+, enzyme réversible lactate déshydrogénase. Pyruvate, lactate, lactate, pyruvate. Les différences de propriétés catalytiques des isoenzymes de la LDH, de localisation tissulaire différente. Ce que je veux dire par là, c'est que la LDH, la lactate déshydrogénase, on l'appelle la LDH, cette lactate déshydrogénase, elle possède des isoenzymes, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, et chacune se trouve dans un organe particulier. Il y en a qui vont jouer un rôle important dans l'infarctus du myocarde, il y en a une qui va être augmentée, l'autre qui est d'origine musculaire, etc., etc. Ça va, on le fera par la suite. Le déroulement de la néoglucogenèse, le lactate qui est formé va quitter les muscles, je vous l'ai dit. Il gagne le foie pour être transformé en pyruvate. Le pyruvate est ensuite transformé en glucose par la néoglucogenèse, ce que je vous ai fait tout à l'heure. Le glucose peut être alors remis de nouveau aux muscles, c'est le cycle de Cori. D'accord? Donc voilà, dans le muscle, la glycolyse donne le pyruvate se transforme en lactate, le lactate est rejeté dans le sang comme déchet, il va repasser au niveau du foie et il va se transformer en pyruvate. Ici et ici, c'est la lactate déshydrogénase et le pyruvate, par ce que je viens de vous faire tout à l'heure, se transformer en glucose au niveau du foie. Et ainsi de suite, il va être redéversé au niveau du muscle, etc., etc. Maintenant, pour le lactate d'origine érythrocytaire, c'est-à-dire celui des globules rouges, parce que la seule source d'énergie des globules rouges, c'est la glycolyse, il n'y a pas de mitochondrie. Il faut régénérer le NAD+, grâce toujours à la lactate déshydrogénase d'origine érythrocytaire. Les globules rouges vont produire du pyruvate et du lactate qui seront toujours repris par la néoglucogenèse. Maintenant, une autre source de synthèse du glucose, c'est l'alanine. L'alanine est un acide aminé qui se trouve au niveau musculaire. Au cours du catabolisme des protéines d'origine musculaire et d'autres acides aminés, il se produit beaucoup de pyruvate qui est converti en alanine. Le pyruvate est transformé en analine grâce à une alanine transaminase. C'est une transamination, on l'a fait pendant le cours des acides aminés, et l'alanine qui est libérée dans la circulation va rejoindre le foie et être reconvertie à nouveau en pyruvate grâce à une alate cytoplasmique, donc une autre transaminase d'origine cytoplasmique. Donc voilà, le glucose passe dans le sang, dans le muscle, glycolyse, pyruvate. Le pyruvate, transamination, alanine. Alanine repasse dans le sang, repasse dans le foie, reformation du pyruvate et synthèse du glucose, comme je vous l'ai expliqué. À partir des autres aminés, les catabolismes digestifs et tissulaires des protéines libèrent des acides aminés. Ces acides aminés dont le squelette carboné est transformé en pyruvate ou l'un des intermédiaires du cycle de Krebs sont dits glucoformateurs. Donc ces acides aminés peuvent donner naissance à du glucose. Ce sont des intermédiaires du cycle de Krebs. Voilà les intermédiaires, voilà le cycle de Krebs, citrate, isocitrate, alpha-cétoglutarate, succinic-CoA, etc. Donc, ils vont aboutir à l'oxaloacétate, et vous savez très bien qu'à partir de l'oxaloacétate, nous obtenons le pyruvate, et le pyruvate va donner du glucose de toute manière. Donc, il y a une autre source, c'est le glycérol. Donc, quel que soit le cas, nous obtenons donc le pyruvate, phosphorinol pyruvate, l'acide phosphoglycérique et dihydroxyacétone phosphate. Ça, ce sont les réactions réversibles de la glycolyse pour aller vers le glucose. À partir du glycérol, donc, voilà,
Alors, à partir du glycérol, nous utilisons deux enzymes. La glycérol kinase, donc il faut déjà phosphoryler le glycérol. Ce glycérol qui provient de la dégradation des triglycérides, rappelez-vous les triglycérides dans le tissu adipeux, ils vont donner du glycérol et des acides gras. Le glycérol avec de l'ATP va utiliser une glycérol kinase, donc on va le phosphoryler en position 3. Ça va donner du glycérol 3-phosphate avec de l'ADP. Le glycérol 3-phosphate qui est formé en première réaction va utiliser une glycérol 3-phosphodéshydrogénase, une autre réaction d'oxydoréduction, et on obtient la dihydroxyacétone phosphate qui, grâce à une isomérase, va donner l'équivalent, le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et on continue la formation du glucose en haut jusqu'à la formation du glucose par voie inverse de la glycolyse. Voilà. Alors, la régulation, elle est double. Alors, je vais commencer par ça. Alors, la pyruvate déshydrogénase, en fait, regardez, je vous dis qu'elle est inhibée par l'acétyl-CoA, le NADH, H+, et l'ATP. En fait, regardez cette réaction. Cette réaction, lorsque l'on forme le pyruvate après la glycolyse, on peut former l'acétyl-CoA à l'intérieur de la mitochondrie. Et cette pyruvate déshydrogénase, regardez, on ramène du CoASH, du NAD+, on obtient du NAD. Donc voilà la réaction. La pyruvate déshydrogénase, en fait c'est l'enzyme qui va transformer le pyruvate en acétyl-CoA. Le pyruvate est à 3 carbones et l'acétyl-CoA en 2 carbones. En fait, voilà la réaction de la pyruvate. Je vous l'avais dit pendant le cours de la glycolyse, c'est un complexe enzymatique qui est important. Le pyruvate en acétyl-CoA, donc on passe de 3 carbones à 2 carbones, on ramène le CoASH et on utilise le coenzyme oxydé qui va être réduit. Alors, comme pour toutes les enzymes qui sont allostériques, la régulation allostérique, les produits de la réaction, c'est-à-dire l'acétyl-CoA, le NADH, le CO2 avec l'ATP, ça c'est une réaction, ça c'est très riche en énergie. Alors, ces réactions, ils vont inhiber l'enzyme pyruvate déshydrogénase. D'accord? L'acétyl-CoA, le CO2, le NADH vont inhiber la pyruvate déshydrogénase. Donc, la pyruvate déshydrogénase est inhibée par l'acétyl-CoA, le NADH, H+, et l'ATP. Inversement, comme dans toutes les réactions, la pyruvate carboxylase, ici, elle est inhibée, alors qu'ici, elle est activée par l'acétyl-CoA, le NADH, H+, et l'ATP. Donc, ça c'est pour vous expliquer que la pyruvate déshydrogénase, regardez la glycolyse, le pyruvate, bon, c'est la régulation du cycle de Krebs, on va y revenir par la suite. Et vous avez le pyruvate et à l'intérieur de la mitochondrie, vous avez la pyruvate déshydrogénase qui donne l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA inhibe la pyruvate déshydrogénase, mais il va activer la pyruvate carboxylase. La PFK1, rappelez-vous, je vous l'avais dit, elle est inhibée par le citrate et l'ATP et elle est activée par le fructose de 6-biphosphate. À l'inverse, l'enzyme inverse de la PFK1, celle qui va dans le sens inverse, c'est la fructose 1,6-biphosphatase. Elle est inhibée, ici, elle est inhibée par le citrate, ici, elle est activée par le citrate et l'ATP. Alors qu'ici, elle est activée, la PFK1 est activée par le fructose de 6-biphosphate. Ici, elle est inhibée par le fructose de 6-biphosphate. C'est l'inverse. Entre la régulation de la glycolyse et de la néoglucogenèse, on va en sens inverse. La régulation hormonale, c'est pareil. Je vous l'ai dit que l'insuline entraînait une augmentation de la concentration en œuf de 6-biphosphate, qu'elle stimulait la glycolyse. Si elle stimule la glycolyse, elle va inhiber la néoglucogenèse. À l'inverse,
Quand il y a baisse de glucose, le glucagon entraîne une baisse de concentration en F2,6-biphosphate, ce qui va stimuler par contre la néoglucogenèse et inhiber la glycolyse. Je vous remercie et on passera au cycle de Krebs à la prochaine diapo.